Le coup n'a pas encore été porté. 10 secondes. C'est tout ce qui existe entre le silence pesant du gymnase et une vérité à laquelle personne n'est prêt à faire face. Le boxeur plus âgé avance avec un demi-sourire, confiant, comme quelqu'un qui a déjà gagné avant même de toucher son adversaire. Pour lui, le jeune homme en face n'est qu'une jeunesse mal canalisée, une force sans direction, une arrogance encore indomptée. Mike Tyson respire bas, contrôlé, presque invisible. Ses pieds sont ancrés au sol comme des racines. Ses yeux ne clignent pas. L'air semble plus dense, comme si le temps avait volontairement ralenti. Quelqu'un hors du ring retient son souffle. Un autre serre ses bandages avec force. 10 secondes ne semblent se rien. Mais ici, elles portent des années d'entraînement, de douleur, de discipline et de silence. Quand la première attaque commence, personne n'imagine que cet instant va réécrire tout ce qu'il croit de savoir sur la force. Pasted. La salle respire comme un organisme ancien. La lumière de l'après-midi entre en biais par les hautes fenêtres, découpant l'air en bandes dorées où flottent lentement des particules de poussière. L'odeur de sueur ancienne, de cuir usé et d'huile de camphre se mêle au son rythmique des cordes frappant le sol et des sacs de frappe touchés au fond. Le ring occupe le centre de l'espace comme un autel silencieux, sa toile marquée par des années de chutes et de victoires oubliées. Ici, les réputations ne sont pas annoncées, elles sont mises à l'épreuve. Des conversations basses circulent entre les entraîneurs, mais quelque chose est différent dans l'atmosphère. Une sorte de pause invisible, comme si le lieu savait que quelque chose est sur le point d'arriver. Même ceux qui prétendent ne pas regarder inclinent légèrement le corps vers le ring, attirés par une tension encore inexprimée. La salle possède des règles non écrites. Les plus jeunes observent, apprennent, attendent. Les plus anciens dominent l'espace avec l'assurance de ceux qui ont survécu trop longtemps. L'expérience y est une monnaie forte. Les cicatrices racontent des histoires qui n'ont pas besoin de mots. Le boxeur vétéran porte ses marques sur le visage et les épaules, signe d'un corps façonné par des impacts répétés. Il se déplace avec familiarité, comme si le ring était une extension de lui-même. Chaque pas communique de l'autorité. Certains observateurs échangent des regards discrets, convaincus que cette séance ne fera que confirmer la hiérarchie naturelle du lieu. Mike Tyson, en revanche, n'occupe pas l'espace par des paroles ni des gestes amples. Il est là, présent, silencieux. Sa posture ne défie pas, mais ne cède pas non plus. Cette neutralité dérange plus que l'arrogance déclarée, car elle n'offre rien à attaquer verbalement. Le son du chronomètre que l'on règle tranche l'air comme un avertissement. Le ring concentre désormais toute l'attention. Les bruits alentours diminuent, non parce que quelqu'un a demandé le silence, mais parce que le corps collectif de la salle répond instinctivement. Il y a de l'attente, mais aussi du jugement. Tous ici ont déjà vu de jeunes talents prometteurs échouer à leur premier véritable test. Cet environnement exige de la maturité avant d'accorder le respect. Le vétéran fait craquer son cou, relâche ses épaules, confiant. Pour lui, ce n'est qu'un entraînement contrôlé, une occasion de réaffirmer sa position. Tyson observe tout en silence, absorbant les schémas, le rythme, les petites failles. Il ne s'échauffe pas excessivement, n'exhibe pas sa puissance. Sa préparation se fait à l'intérieur. Le contraste est clair pour qui sait regarder. Un homme soutenu par le passé et un autre soutenu par la discipline du présent. Le conflit n'a pas encore explosé, mais il occupe déjà chaque centimètre de l'espace. Mike Tyson se déplace comme quelqu'un qui comprend son propre centre de gravité. Ses genoux sont toujours légèrement fléchis, le poids réparti avec précision. Il n'y a aucune tension inutile dans ses épaules. Ses poings reposent devant le corps, prêts, mais sans hâte. Son visage ne révèle ni anxiété ni vanité, seulement de la concentration. Il ne parle pas, parce qu'il n'en a pas besoin. Tout dans sa posture communique la préparation. Derrière ce silence se cache une histoire de répétitions épuisantes, de corrections sévères, de discipline imposée jour après jour. Il a appris tôt que la force sans contrôle est du gaspillage, que la réaction émotionnelle crée des failles. Son conflit n'est pas avec l'homme en face, mais avec sa propre nécessité de rester clair lorsqu'il est provoqué. Ici, sur ce ring, il ne cherche pas à humilier ni à prouver quoi que ce soit au monde. Il cherche à exécuter correctement ce qu'il a entraîné des milliers de fois, à honorer le processus, à respecter l'instant. L'antagoniste porte le poids des années différemment. Son corps est plus large, plus massif, façonné par des batailles passées. Les cicatrices au-dessus des sourcils racontent des histoires de longs rounds, de résistance, de survie. Il se fie à ce passé. Chaque mouvement porte la sécurité de celui qui a déjà vu de jeunes talents s'effondrer sous la pression. Psychologiquement, il s'ancre dans ce récit pour protéger quelque chose de plus profond, la peur silencieuse de devenir insignifiant. La jeunesse de Tyson le dérange non pour la menace physique immédiate, mais pour ce qu'elle représente, un remplacement inévitable.
Pour éviter d'y faire face, il s'accroche à la supériorité symbolique de l'expérience. Son erreur n'est pas un manque de compétence, mais un excès de certitude. Il combat comme quelqu'un qui attend que l'autre fasse une erreur. Et cette attente façonne ses choix. Entre eux, il n'y a plus qu'un simple sparring. Il y a une collision de philosophie. Tyson représente l'avenir discipliné, silencieux, façonné par le contrôle intérieur. Le vétéran représente le passé qui a survécu par la force brute et la répétition. Tous deux sont humains. Tous deux portent des failles. La différence réside dans celui qui continue d'apprendre. Les observateurs le ressentent, même sans le formuler. Il y a quelque chose de troublant dans le calme de Tyson. Il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a besoin d'impressionner. Cette absence de théâtralité crée de l'inconfort. Pour le vétéran, cela est interprété comme de l'insécurité ou de la peur. Il sourit de biais, convaincu que, sous pression, le gamin va céder. Il ne perçoit pas qu'il combat déjà une version de lui-même qui a cessé d'évoluer. Et cette cécité émotionnelle sera le véritable déclencheur de ce qui va suivre. Le premier contact se fait avec une intensité contenue. Le vétéran teste le terrain, avance avec des jabs fermes, occupant l'espace, repoussant Tyson. Chaque pas est accompagné de regards extérieurs qui valident la hiérarchie attendue. Tyson recule seulement ce qui est nécessaire, non par peur, mais par calcul. Il observe le temps entre les coups, l'inclinaison des épaules, la prévisibilité du rythme. La tension monte parce que rien n'explose encore. Le vétéran interprète cela comme de la domination. Sa confiance augmente. Il murmure quelque chose, presque un commentaire pédagogique. Tyson ne répond pas. Ce silence commence à déranger. L'absence de réaction frustre le récit que le vétéran s'est construit. Il voulait provoquer, créer de la précipitation, forcer une erreur émotionnelle. À la place, il rencontre un miroir calme qui ne renvoie que la présence. La pression sociale augmente. Certains observateurs anticipent déjà un dénouement prévisible. D'autres commencent à douter. Le vétéran intensifie les attaques, mélange les coups, tente de varier les angles, mais conserve des schémas anciens. Tyson absorbe tout, ajustant des micro-positions, déplaçant la tête de quelques centimètres. Chaque esquive est presque imperceptible, mais efficace. Le conflit cesse d'être uniquement physique et devient psychologique. Le vétéran commence à se demander pourquoi le gamin n'a toujours pas cédé. Ce doute l'amène à se découvrir davantage. Il veut finir rapidement, réaffirmer son autorité. Le risque augmente précisément là. Tyson sent ce changement. Il reconnaît le moment où la confiance se transforme en négligence. La tension est désormais silencieuse, mais dense. Tous sentent que quelque chose est sur le point de basculer de manière irréversible. Le rythme s'accélère. Le vétéran avance avec plus de force, cherchant à imposer le respect par l'agressivité. Il croit que l'intensité résoudra ce que la technique n'a pas résolu. La salle réagit par des murmures contenus. Tyson continue de reculer avec économie, maintenant toujours l'équilibre. Ses yeux ne suivent pas les points, mais le centre du corps adverse. Il attend. Cette attente n'est pas passive, elle est stratégique. Chaque seconde alimente la tension parce que rien ne se produit encore. Le public interne commence à ressentir un malaise. L'attente d'une chute rapide ne se concrétise pas. Le vétéran commence à respirer plus lourdement. Sa frustration grandit. Il ne réalise pas qu'il entre exactement dans le piège que la discipline construit. Agir avant de penser. Le conflit est désormais à la limite entre contrôle et impulsion. Un bref instant de silence s'installe. Le vétéran se repositionne, décide d'avancer de façon décisive. Il veut finir avec autorité. C'est le moment où le risque réel apparaît. Si Tyson se trompe, il sera écrasé. S'il réussit, tout change. La salle semble suspendue. Il n'y a plus de son périphérique, seulement la respiration, la toile grinçant sous les pieds, et la perception collective que quelque chose de définitif est sur le point de se produire. Tyson ajuste légèrement sa base, presque imperceptiblement. Ses épaules se détendent encore davantage. Il ne montre aucune anxiété, seulement de la disponibilité. Le vétéran fait le premier pas agressif, convaincu que le jeune va enfin mal réagir. Il ne sait pas qu'il vient d'offrir exactement ce que Tyson attendait depuis le début. L'attaque arrive avec une force brute. Le vétéran lance une combinaison lourde, cherchant un impact immédiat. Tout son corps s'engage dans le mouvement. Tyson voit tout avant que cela n'arrive. Il ne réagit pas avec précipitation, seulement avec précision. Le premier coup passe à quelques centimètres du visage, fendant l'air. L'esquive est minimale, presque élégante. Cette économie de mouvement déroute les observateurs. Il n'y a pas de spectacle, seulement de l'efficacité. Le vétéran avance de nouveau, plus agressif, sentant qu'il doit prouver quelque chose. Chaque attaque révèle davantage de schémas, plus de prévisibilité.
Tyson absorbe ces informations en silence. L'escalade est désormais intérieure. Le public commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de force contre force, mais de lecture contre impulsion. La tension monte parce que le dénouement approche, mais personne ne sait exactement quand. Le vétéran commence à perdre patience. Ses attaques deviennent plus larges, moins compactes. Il veut acculer Tyson, réduire l'espace, éliminer le calme qui le dérange. Le ring semble plus petit. Tyson ressent la pression physique, mais pas mentale. Il ajuste la distance par de petits pas, conservant toujours une base solide. Il y a un moment où le vétéran sourit à nouveau, croyant avoir trouvé l'ouverture. Ce sourire est bref. Il ne perçoit pas qu'il vient de répéter un schéma ancien, quelque chose que Tyson a déjà cartographié. L'escalade se construit dans ce détail. L'excès de confiance. La salle est désormais entièrement attentive. Personne ne parle. Personne ne bouge. L'attente n'est plus celle de l'humiliation du jeune, mais de la révélation. Le vétéran décide de conclure. Il rassemble sa force, avance de toutes ses forces, déterminé à terminer le sparring par une démonstration claire de domination. C'est le moment où le risque maximal se présente. Tyson ne recule plus. Il plante ses pieds. Tout son corps s'aligne. L'escalade atteint son sommet, car tout converge vers un seul instant. Le public le ressent dans son corps. Certains retiennent leur souffle sans s'en rendre compte. Le vétéran ne voit plus Tyson comme un individu, mais comme un obstacle à écraser. Cette déshumanisation momentanée est son erreur finale. Tyson, au contraire, reste conscient. Il voit l'homme en face, pas la menace symbolique. Cette différence définit tout. L'attaque commence. Le vétéran avance à pleine puissance, s'ouvrant totalement. Le temps semble ralentir. Tyson se déplace à l'intérieur de la trajectoire du coup, pas à l'extérieur. Il réduit l'espace, contrôle le centre. Ce choix surprend même les plus expérimentés. L'escalade se termine au moment où le contrôle absolu remplace le chaos. Le public ne comprend pas encore ce qui se passe, mais sent que quelque chose de définitif a été déclenché. La différence entre agression et domination devient visible. Le vétéran croit encore être en contrôle. Il ne réalise pas qu'il a déjà perdu l'équilibre, non seulement physique, mais émotionnel. La seconde suivante ne sera pas seulement un coup. Ce sera la matérialisation de années de discipline contre des années d'habitude. La première seconde est le silence. Tyson échappe de quelques millimètres, inclinant la tête avec une précision chirurgicale. Le coup frappe le vide. À la seconde suivante, il ajuste l'angle du corps, entrant dans la garde ouverte du vétéran. Il n'y a pas de force excessive, seulement un positionnement parfait. La troisième seconde apporte l'impact initial, court, direct, au point exact. Le vétéran ressent avant de comprendre. Son corps réagit avec retard. Les quatrième et cinquième secondes livrent la combinaison complète, compacte, efficace. Chaque coup trouve sa cible sans gaspillage. Il n'y a pas de fureur, seulement de l'exécution. La salle explose en son étouffé, mais le centre du ring reste silencieux. Tyson n'accélère pas au-delà du nécessaire. Il contrôle le rythme même au climax. La sixième seconde marque le déséquilibre total du vétéran. La septième apporte la chute inévitable. La huitième est le choc. La neuvième, la compréhension tardive. La dixième, le silence absolu. Le corps du vétéran rencontre la toile avec un bruit sec, définitif. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est une conséquence. L'impact résonne dans toute la salle. Pendant un instant, personne ne bouge. Le temps reprend son cours normal, mais quelque chose a changé. Le vétéran tente de traiter ce qui s'est produit. La douleur physique est réelle, mais moindre que la douleur symbolique. Il est tombé non par manque de force, mais par excès de certitude. Tyson a déjà fait un pas en arrière. Ses poings sont bas. Son visage reste inchangé. Il n'y a pas de célébration, pas de provocation. Ce contrôle après l'impact est aussi impressionnant que les coups eux-mêmes. Les observateurs comprennent désormais. Ces 10 secondes n'ont pas opposé la jeunesse à l'expérience, mais la discipline à l'ego. Le silence qui s'installe est lourd, mais respectueux. Tous savent qu'ils ont été témoins de quelque chose de rare. Le vétéran se relève lentement, aidé plus par l'instinct que par l'orgueil. Il regarde Tyson et ne voit pas d'arrogance. Il voit de la clarté. Cela le désarme plus que n'importe quel coup. Tyson garde ses distances, n'envahit pas, ne presse pas. Il respecte l'espace de l'autre. Ce geste final redéfinit entièrement l'instant. Il n'y a pas eu d'humiliation publique. Il y a eu révélation. Le set piece se conclut non par des applaudissements excessifs, mais par une compréhension collective silencieuse. Ces quelques secondes ont porté plus de vérité que des rounds entiers de confrontations vides. Tyson n'a pas dit un mot, mais il a enseigné quelque chose de profond. La salle n'est désormais plus la même. La hiérarchie invisible a été réorganisée non par la force, mais par la démonstration d'un contrôle absolu. L'impact émotionnel de cet instant commence à se diffuser lentement.
Le vétéran reste silencieux quelques instants, respirant profondément. Il sent le poids de ce qui s'est produit s'installer peu à peu. Ce n'est pas la colère qui surgit, ni la honte immédiate. C'est quelque chose de plus déstabilisant, la lucidité. Pour la première fois depuis longtemps, il réalise qu'il n'a pas perdu contre un gamin, mais contre une version plus disciplinée de lui-même. Tyson s'approche juste assez pour être entendu. Sa voix est basse, directe, sans jugement. Quelques mots, quelque chose de simple sur le fait de garder la base, contrôler le centre, ne pas trop s'ouvrir. Il n'y a pas de sermon, juste une observation. Cela change tout. Le vétéran ne se sent pas attaqué, il se sent vu. Cette reconnaissance silencieuse crée une bascule émotionnelle. Il cesse d'être seulement un homme vaincu et devient quelqu'un face à un choix, nier l'apprentissage ou l'accepter. Les observateurs vivent aussi un changement. Le récit initial de supériorité s'effondre. Il n'y a plus de rires étouffés, ni de commentaires ironiques. Le respect se redistribue autrement. Le vétéran le perçoit dans l'atmosphère. Il sent qu'il a perdu quelque chose, mais gagné autre chose. La chute ne l'a pas diminué. Elle a révélé là où il a cessé de grandir. Tyson, en s'éloignant à nouveau, renforce cette lecture. Il ne cherche pas de validation externe. Son comportement indique que ce n'était qu'un moment d'apprentissage de plus. Cette posture force le vétéran à confronter son propre ego. Il comprend que l'expérience sans renouvellement devient un poids. La véritable bascule dramatique n'est pas dans la chute, mais dans la perception qui s'installe après. Le vétéran remercie d'un signe presque imperceptible. Il n'y a pas de grandes paroles, pas de promesses publiques de changement, juste un geste sincère. Ce petit moment clôt la bascule avec humanité. Le public comprend qu'il n'a pas assisté à une destruction, mais à un ajustement de trajectoire. Tyson retourne dans son coin, reprend le silence qui l'a toujours accompagné. L'antagoniste reste quelques secondes au centre du ring, absorbant tout. Il sait que quelque chose a été exposé et ne peut plus être ignoré. Cette inévitabilité rend la bascule si puissante. Elle n'a pas été imposée. Elle a été comprise. Dans les jours qui suivent, le vétéran sent l'impact de ce moment s'infiltrer dans sa routine. Chaque entraînement porte l'écho de ces 10 secondes. Il commence à remarquer des failles qu'il ignorait auparavant. Des mouvements automatiques, des schémas prévisibles, des réactions émotionnelles déguisées en agressivité. La transformation n'est ni immédiate ni confortable. Elle exige l'abandon de vieilles certitudes. Il observe davantage, parle moins. Pour la première fois depuis des années, il accepte les corrections sans justification. L'orgueil résiste, mais s'affaiblit. L'image qu'il s'est construite commence à s'ajuster à la réalité. Avec le temps, ce changement se reflète dans le corps. Ses mouvements deviennent plus compacts. Il réduit les excès, élimine les gaspillages. Plus important encore, son esprit s'apaise. Il cesse de lutter contre la jeunesse autour de lui et commence à apprendre d'elle. La rencontre avec Tyson devient une référence intérieure, non comme une défaite, mais comme un miroir. Chaque fois que l'ego menace de reprendre le contrôle, il se souvient du silence de ce jeune, de la précision, de l'absence de colère. Cela redéfinit sa relation avec le sport. Il recommence à s'entraîner comme quelqu'un qui veut évoluer, pas prouver quelque chose. Dans ses interactions avec les combattants plus jeunes, le vétéran change de ton. Il guide au lieu d'intimider. Il écoute au lieu d'imposer. Son autorité vient désormais de l'expérience raffinée, pas de la menace. Cela génère un respect authentique. Il comprend que la véritable force ne réside pas dans le fait d'être craint, mais d'être une référence. Cette compréhension apporte la paix. Le conflit intérieur qui le consumait auparavant se dissout peu à peu. Il accepte le cycle naturel du sport, non comme une perte, mais comme une continuité. La transformation s'achève lorsqu'il comprend que ce jeune silencieux ne lui a rien volé. Il lui a simplement montré un chemin qu'il avait abandonné. Des années plus tard, le vétéran se souvient encore de ces 10 secondes avec une clarté absolue. Non comme un traumatisme, mais comme un cadeau. Ce moment a prolongé sa carrière, affiné son esprit et redonné un sens à l'entraînement quotidien. Il n'a plus jamais sous-estimé le silence, ni confondu le calme avec la faiblesse. Mike Tyson reste dans sa mémoire comme un symbole de clarté, non de peur. Pour Tyson, l'épisode n'a été qu'une confirmation supplémentaire de sa philosophie. Le contrôle avant l'impact, la conscience avant la réaction. Pour le vétéran, ce fut le point où l'illusion est tombée et où la vérité est entrée. L'héritage de cette rencontre n'est pas inscrit dans des statistiques, mais dans les choix qui ont suivi. Et vous, quand avez-vous confondu pour la dernière fois l'expérience avec une véritable croissance? Combien de fois avez-vous réagi par impulsion en croyant que c'était de la force? Qui avez-vous sous-estimé parce qu'il semblait trop calme, trop jeune, trop silencieux? Qu'est-ce qui, en vous, est encore une habitude déguisée en autorité? Si aujourd'hui quelqu'un testait votre contrôle, qu'est-ce qui apparaîtrait en premier? La discipline ou l'ego?
La vérité était que nous affrontons tous des moments où 10 secondes peuvent nous révéler des années de négligence ou des années de préparation. La question qui demeure n'est pas de savoir qui a gagné ce combat. C'est à propos de vous. Quand le moment viendra, qu'est-ce qui vous contrôlera, l'impulsion ou la conscience ?